Alors, je tiens d'abord, avant de faire ma communication, à remercier très vivement le professeur Guillain pour son invitation, pour sa ténacité à nous avoir fait venir, parce qu'on avait très peur de ne pas pouvoir rentrer chez nous. Mais moi, j'ai décidé de le suivre aveuglément et de le croire. Merci beaucoup aussi à Madame Angar, je pense, Angélique, en tout cas son prénom, pour toute l'organisation. Merci beaucoup aussi au Dr Kabab pour son accueil ici, ainsi qu'à tout le staff et toute l'équipe d'ici. C'est vraiment très agréable et je remercie Olivier de nous faire venir physiquement parce que ça change vraiment tout. Et on se rend compte quand même que la psychiatrie, c'est une grande famille et qu'on a tous les mêmes problèmes, tous les mêmes difficultés, tous les mêmes histoires. Et ça fait vraiment plaisir de revoir les gens en vrai. Merci Olivier. Donc, je vais vous parler de la catatonie sous un angle un peu spécifique. Donc, en général, je peux faire cette présentation plus sous un angle très clinique, mais le professeur Guillain m'a demandé de parler aussi de l'actualité, de la recherche par rapport à ce syndrome. Donc, je vais faire les différentes parties, mais que je vais illustrer par la recherche. Je vais parler un peu de clinique au début, je vous donnerai des références, et puis peut-être qu'à la fin, si vous avez des questions sur la recherche ou sur la clinique, on pourra en discuter. Alors, la clinique de la catatonie, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un syndrome psychomoteur, généralement aigu, avec des étiologies psychiatriques non psychiatriques, avec une prévalence estimée à 10% en population psychiatrique. Je reviendrai sur les recherches sur la prévalence dans un deuxième temps, et qui peut toucher les personnes de l'enfance à la personne âgée. Alors, moi, j'ai décidé de me placer sous l'angle de la définition du DSM-5. Le docteur Jacques Fouché, par la suite, prendra une perspective différente qui sera très intéressante à discuter. En tout cas, la présentation, il faut la comprendre dans l'angle et la perspective des critères du DSM-5. Donc, dans le DSM-5, il y a 12 signes catatoniques qui sont décrits. La stupeur, le mutisme, le négativisme, l'agitation, les grimaces, l'expression faciale grimaçante, la flexibilité cireuse, catalepsie, prise de posture, maniérisme, stéréotypie, les écophénomènes. Et on considère qu'on est dans une situation de syndrome catatonique quand il y a au moins 3 signes parmi cette liste des 12 signes. Alors je vous ai mis quelques illustrations en photo de l'expression faciale grimaçante, de négativisme, le signe de l'oreiller psychique tout en bas pour ceux qui font de l'ECT. Et pour vous dire qu'il y a une description complète de la sémiologie du syndrome catatonique sur la chaîne YouTube de l'AESP, l'Association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique. Elle fait moins de 10 minutes et on décrit tous les signes à l'aide de vidéos. Phénoménologiquement, qu'est-ce que c'est la catatonie? Pour vous donner une idée, on peut considérer ça comme une problématique au niveau moteur avec des difficultés à initier ou à arrêter un mouvement et associé à des signes frontaux de dépendance à l'environnement comme certains neurologues français l'ont décrit. Alors, en pratique, ce qu'on peut conseiller à l'heure actuelle d'évaluation sémiologique du syndrome catatonique, si vous repérez un signe parmi la liste des 12 signes, ce qu'on peut conseiller, c'est de passer en revue la liste des 12 signes, de les screener. Et ensuite, à partir du moment où on a 3 signes qui sont associés, on peut considérer qu'on est dans une situation de syndrome catatonique et on peut faire une évaluation clinique plus complète grâce à l'échelle de Bush-Francis. Et pour vous aider dans cette démarche, on a produit un document aussi en accès libre sur le site de l'AESP avec les signes DSM sur le recto et la Bush-Francis sur le verso. Également pour faciliter les échanges ou faciliter les questionnements, on a créé un site catatonia.fr pendant la première vague de Covid et pendant le confinement. Et en fait, c'est un site où il y a des vidéos par rapport à l'enseignement, les documents par rapport à la catatonie, et aussi un formulaire de contact s'il y a besoin si vous avez envie de discuter d'une situation d'un patient catatonique ou si vous êtes en difficulté. Alors des fois, moi, j'oriente simplement dans la région de la personne qui m'interroge vers quelqu'un que je connais qui est sensibilisé à la question de la catatonie. Sinon, ça arrive qu'on fasse des visios, ça arrive qu'on fasse des appels téléphoniques. Tout est possible. En tout cas, vous pouvez solliciter via le site catatonia.fr. Alors, je vais vous parler d'épidémiologie et pour savoir un peu ce qu'on en sait actuellement et quelques travaux de recherche. Donc, j'ai surtout illustré avec certains de mes travaux ou certains des travaux auxquels j'ai participé. Alors, l'épidémiologie actuellement, qu'est-ce qu'on en dit? Donc, on se base beaucoup sur la méta-analyse de Solmy qui a été publiée en 2017, qui a étudié toutes les études de prévalence, d'incidence de catatonie depuis les années 30 ou 40, je pense.
sur 74 études, et donc qui montre une prévalence moyenne de la catatonie d'environ 9%. Et vous voyez que dans les différentes populations, la prévalence, elle va être changeante. Alors, quand dans cette étude, ils ont considéré un groupe de faible hétérogénéité, on a une prévalence d'environ 8%. Quand on est dans une population de patients qui vont bénéficier de CT, on a une prévalence d'environ un quart de syndrome catatonique. Et dans les populations psychiatriques, mais qui ne réalisent pas de CT, on est environ dans les un peu plus de 8%. Alors, j'ai pu travailler sur la saisonnalité du syndrome catatonique. Donc, la saisonnalité, c'est à quel moment d'année le syndrome catatonique va être présent ou va être plus fréquent. Et alors, ce qu'on a pu montrer avec des collègues londoniens, et à travers l'étude d'une cohorte de catatonique dans le sud de Londres, donc c'est là où il y a l'Institut de psychiatrie, l'hôpital Maudsley, sur 955 patients et 23 000 contrôles. Donc il faut savoir que les patients catatoniques ils sont définis de façon rétrospective en regardant dans leur dossier la présence de plusieurs signes catatoniques. Ce n'est pas prospectif, il n'y a pas d'échelle qui a été utilisée. C'est-à-dire que c'est certainement une approximation, mais c'est quand même très intéressant parce qu'il n'y avait pas de cohorte de cette taille en tout cas avant. Et alors, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les catatoniques ils se présentent à certains moments de l'année, avec 3 pics qui ont été mis en évidence, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Et donc, les pics, c'est surtout en hiver et au mois de février, et en été au mois d'août. Et alors, ce qui a été discuté, donc on n'avait pas les diagnostics sous-jacents dans cette base de données, c'est que les saisons où il y a le plus de catatoniques, c'est les saisons où il y a les variations associées aux troubles de l'humeur. Donc on n'avait pas trouvé d'association avec les mois de naissance. Donc ça vient d'être publié dans Schizophrenia Research. On essaie de faire une étude de réplication sur le sujet à partir des données RIMP, PMSI, donc les données du département d'informatique médicale que vous pouvez avoir dans vos établissements, avec une base nationale en rapport avec ces diagnostics. Et donc, c'est des analyses qui sont en cours, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup parce qu'on est encore en train de faire les analyses. Mais en tout cas, nous, on trouve 4 pics, donc c'est des données qui sont très certainement très hétérogènes, parce que là, vous voyez comment la cotation est faite après une hospitalisation, quand on demande la cotation, les cotations PMSI. Donc, mais en tout cas, là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de déterminer les diagnostics qui sont associés à chaque pic. Ça, c'est en cours. Alors, la question de la mortalité, c'est une question très importante dans la catatonie. En général, on considère que la catatonie est potentiellement létale, qu'il y a une mortalité qui peut être considérée comme non négligeable, voire élevée chez les patients catatoniques, mais il y a peu d'études. Les quelques études qui ont été faites, c'est sur la catatonie maligne, donc c'est la catatonie qui est associée à des anomalies de température, de fréquence cardiaque ou de tension artérielle. Et dans ces situations-là, on a une mortalité entre 75 et 100% en l'absence de traitement adapté. Alors, on est également en train de faire une étude par rapport à ça. Et donc en 2013 et 2021, on a recensé dans les bases nationales environ 45 000 patients catatoniques hospitalisés. On a trouvé une mortalité, 1 an après le premier diagnostic de catatonie, d'un peu moins 10%. Donc c'est quand même très important, et donc les causes de décès étaient souvent associées à des problématiques pulmonaires et rénales. Petite note d'information, le pronostic de la catatonie il est meilleur dans les troubles de l'humeur que dans la schizophrénie, et il est meilleur au plus vite on prend en charge le syndrome catatonique. C'est pour ça qu'en fait le challenge actuellement, c'est la reconnaissance du syndrome. Parce qu'après le reste de la prise en charge est quand même généralement connu, mais c'est le repérage qui pêche. Alors, quelques mots sur l'étiologie et les pathologies associées dans la catatonie. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. C'est environ 40% de troubles de l'humeur, un tiers de schizophrénie et un quart de troubles non psychiatriques qui sont associés à l'étiologie ou qui sont considérés comme des étiologies du syndrome catatonique. En gros, au niveau psychiatrique, c'est bien entendu les troubles de l'humeur, ce qui ressort de façon assez claire. Le trouble bipolaire en numéro 1 et la dépression en numéro 2. Ensuite, les troubles schizoaffectifs, la schizophrénie pour les plus fréquents en psychiatrie.
Et dans les pathologies non psychiatriques, ce qu'on retrouve, ce que vous pouvez retenir, c'est les infections, les inflammations du système nerveux central avec différents types d'étiologies. Il y a aussi les autres causes qui sont importantes au niveau médicamenteux, notamment la iatrogénie, soit avec des patients qui vont mal tolérer les antipsychotiques, soit le sevrage en antipsychotiques chez certains patients, qui est vraiment quelque chose d'important à savoir reconnaître et à comprendre, parce que c'est des prises en charge. À partir du moment où il y a des antipsychotiques qui sont impliqués dans la prise en charge des patients catatoniques, ça augmente un peu le degré de complexité de la prise en charge. Alors je vais vous présenter aussi la cohorte sur laquelle on travaille. Donc c'est tous les patients catatoniques qu'on voit, on essaie de leur faire une évaluation standardisée, de les suivre dans le temps. Et actuellement, on inclut tous les patients qui ont les critères DSM du syndrome catatonique. On leur fait des évaluations minimales pour avoir le diagnostic sous-jacent, par exemple. Et on essaye de les suivre à 3 mois, 6 mois, et puis tous les ans. Et à l'heure actuelle, on a plus de 150 patients qui ont souffert de syndrome catatonique, qui sont présents dans notre cohorte, avec une moyenne d'environ 50 ans, des patients de 17 à 85 ans. Alors, on a un recrutement un peu particulier parce que moi je m'occupe beaucoup de pathologies psychiatriques résistantes et ou complexes. Et donc j'ai souvent des patients résistants aux benzodiazépines, voire plus. Et donc dans la cohorte, on a 67% de répondeurs aux benzodiazépines et 86% de non-répondeurs. Alors qu'on considère que la réponse aux benzodiazépines dans le syndrome catatonique, c'est entre 70 et 80%. Alors, quelles sont les étiologies qu'on retrouve dans notre cohorte ? Eh ben, c'est à peu près similaire à ce qu'on peut retrouver dans la littérature. Donc nous, on a 50% de troubles de l'humeur. Un quart de bipolarité, un quart de dépression unipolaire. On a environ 25% de patients qui souffrent de schizophrénie et de troubles schizoaffectifs, 15% d'étiologie non psychiatrique, 6% de syndrome malin des neuroleptiques. C'est assez similaire à la littérature, mais je vous dis, on a un recrutement peut-être un peu particulier. Moi, j'ai une tendance assez proche de la neuropsychiatrie, donc je prends en charge des patients qui ont un syndrome catatonique de différentes étiologies, donc peut-être que ça biaise un peu par rapport à certains services de psychiatrie pure qui réservent les prises en charge aux patients qui ont des troubles psychiatriques. Ça dépend. Alors un petit focus, et je vous fais part d'une réflexion que je peux avoir sur les troubles de l'humeur et les troubles schizoaffectifs. Donc ce qu'on a pu regarder dans la cohorte, c'est qu'il y a environ, chez les bipolaires, il y a 2 tiers des patients qui sont en phase dépressive et 50% d'entre eux qui présentent des caractéristiques mélancoliques et ou psychotiques. Et chez les patients qui ont une dépression unipolaire, il y en a 75% d'entre eux qui ont des caractéristiques mélancoliques et ou psychotiques. Et ce qu'on retrouve chez les schizoaffectifs, c'est qu'il y a l'immense majorité qui sont en phase dépressive. Et donc moi, je commence à penser, ou j'aime à penser, après ça c'est soumis à discussion que... Donc moi, j'ai une critique très importante des différents diagnostics actuels. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez en parler, on pourra en parler. Mais je vois vraiment les choses de façon très symptomatique, en regroupement... et en interaction plutôt qu'en disant lui il est psychotique, il n'est pas psychotique. Enfin, moi, j'ai du mal à y croire, même si je l'enseigne parce qu'on est bien obligé. Mais en tout cas, je trouve que les patients catatoniques se situent souvent à un carrefour où on va avoir des associations de symptômes psychotiques assez caractéristiques et des symptômes aussi de l'humeur, notamment avec la tendance dépressive. Alors, on a aussi, je vous ai montré 6% de patients qui ont un syndrome malin des neuroleptiques, donc on peut considérer comme un syndrome catatonique pharmaco-induit. Et donc il y a 2 conceptions autour du syndrome malin et de sa prise en charge qui s'opposent depuis les années 90, soit avec le modèle peut-être que vous avez appris de bromocriptine, d'androlène, prise en charge en réanimation, ou une prise en charge très catatonia-like, c'est-à-dire le prendre en charge comme une catatonie, avec un modèle autour des benzodiazépines et de l'ECT. On pourra en discuter avec plaisir. Alors, là, c'est pour vous montrer les scores de Bush-Francis en moyenne de tous les patients avant et puis à l'entrée et à la sortie. Donc en général, en moyenne, ils ont plus de 20 sur leur échelle de Bush-Francis et quand ils sortent, ils ont moins de 3. Donc on a une tendance quand même à avoir une prise en charge plutôt efficace. Quelles anomalies biologiques sont associées chez ces patients? Alors là, j'avais participé à une étude également avec mes collègues londoniens. Sur 1450 catatoniques contre presque 25 000 non catatoniques. Ce qu'on a pu montrer, c'est que chez les patients catatoniques, on avait une diminution du fer sérique
et une augmentation des CPK. Donc ce qui peut se comprendre à plusieurs niveaux. Donc la diminution du fer sérique, elle a été associée, mais c'est des études assez anciennes, des années 80-90, qui montraient qu'un fer sérique bas était associé à un plus grand risque de syndrome malin des neuroleptiques, probablement en lien avec la régulation du fer et de la dopamine. En tout cas, ça a été montré, on n'est jamais allé beaucoup plus loin. Et les CPK, pour plusieurs raisons. Déjà l'alitement, les patients qui sont alités, les patients qui peuvent être agités, et puis aussi cette notion de catatonie maligne qui peut être associée à une augmentation des CPK. Alors, dans notre cohorte, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque beaucoup de conséquences du syndrome catatonique, très vraisemblablement. Donc, beaucoup de dénutrition avec la préalbumine, l'albumine, de la déshydratation avec le négativisme que peuvent présenter les patients, et des troubles hydroélectrolytiques à l'entrée autour de la natrémie et de la kaliémie. Plus spécifiquement, on retrouve au moins un tiers des patients qui sont en hypovitaminose B12 chez les patients catatoniques. Donc on supplémente systématiquement dès qu'on est bas, voire limite basse. En termes d'imagerie cérébrale, qu'est-ce qu'on peut vous dire à l'heure actuelle de ce qui se passe ? Donc là aussi, je vais vous présenter 2 études auxquelles j'ai pu participer. Donc toujours les travaux avec les collègues londoniens où on a regardé 79 patients catatoniques comparé à 700 patients non catatoniques. La question du groupe contrôle est toujours une question difficile chez les patients quand on étudie la catatonie. Et on avait mis en évidence environ un tiers d'anomalies chez ces patients, notamment d'atrophie cérébrale, et sans différence entre les 2 groupes en termes de prévalence des anomalies qu'on pouvait retrouver à l'IRM cérébral. Je vous rappelle la limite de ce type d'étude, de cette étude, c'est que c'est des analyses rétrospectives sur des grandes bases de données où les patients n'ont pas eu un diagnostic validé, entre guillemets, de syndrome catatonique. C'est de la recherche sur les dossiers électroniques. Et alors on a fait une étude un peu similaire chez environ 60 patients catatoniques qui là pour le coup étaient tous screenés, tous avec un diagnostic et suivi de façon prospective. Et donc nous on a mis en évidence 85% d'anomalies chez ces patients. Beaucoup de leucopathie vasculaire, de l'atrophie cérébrale également. Ça a été publié cette année également. Donc là, j'ai mis quelques images qui sont présentes dans l'article aussi, donc de l'atrophie que vous pouvez voir sur la figure A, des hyperintensités de la substance blanche et aussi une dilatation des ventricules dans la figure B, des hyperintensités d'ischémie au niveau pariétal dans la figure C et dans la figure D, des lésions au niveau des ganglions de la base. Donc toutes les IRM, elles ne nous conduisent pas à changer la prise en charge. Ça, c'est vraiment un challenge. Même si on retrouve des anomalies, il y en a quand même beaucoup pour lesquelles on a un suivi peut-être plus accru, peut-être qu'on va mettre des anticoagulants, de l'aspirine dans le suivi s'il y a quelque chose de vasculaire. Mais c'est quand même assez rare qu'on change radicalement la prise en charge, sauf par exemple pour la patiente D qui avait des lésions d'ischémie au niveau des putamènes. Ça n'a pas changé la prise en charge parce qu'on l'a quand même traité pour son syndrome catatonique, sa mélancolie, on est allé jusqu'à l'ECT. Ça a changé notre attitude jusque là où on pouvait aller et puis dans les réseaux vers lesquels on a pu l'orienter, notamment des réseaux d'accidents vasculaires cérébrales sévères, de la rééducation, etc. Alors quelques mots, donc ça c'est des choses qu'on n'a pas publiées mais qu'on a regardé un peu. La réponse aux benzodiazépines et l'imagerie cérébrale. Donc on a montré que les patients qui ne répondaient pas aux benzodiazépines, ils avaient plus d'anomalies sous-corticales. Donc il y a un peu cette notion qui des fois on peut voir poindre dans la littérature entre des formes corticales, sous-corticales de catatonie. C'est pas exposé comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose que je trouve assez intéressant intellectuellement. Après c'est difficile de mettre en place en pratique. Mais en tout cas les non-répondeurs aux benzodiazépines, ils auraient plus souvent des anomalies sous-corticales, dans notre cohorte bien sûr. Et ça, c'est ceux qui résistent à l'ECT, ils présenteraient plus de leucopathie et d'atrophie diffuse. Quelques exemples en pratique de l'utilisation de l'imagerie cérébrale chez les patients catatoniques. Donc ça, c'est un patient qui a 19 ans, une histoire dramatique où en fait il est resté 18 mois enfermé dans sa chambre. C'était un peu l'histoire de Londres, mais Londres, l'auteur, le journaliste, mais sans être à l'hôpital, donc avec une méconnaissance complète de la part de la famille qui a respecté cette symptomatologie. Donc il est resté, je vous dis, 18 mois enfermé dans sa chambre, il vivait sur un matelas, et donc l'alerte a été donnée par son médecin traitant quand il s'est
dénutri et déshydraté de façon très sévère. C'est là où il a été orienté aux urgences. Il a répondu très vite aux ECT, heureusement, avec une symptomatologie quand même assez atypique après, parce qu'en général, surtout chez les sujets jeunes, quand on lève la catatonie, on a une idée très précise de la symptomatologie qui pointe très vite. Chez lui, c'est resté assez flou, assez difficile. On l'a perdu de vue. En tout cas, à l'IRM cérébral, nos collègues neuroradiologues avaient mis en évidence ce qu'on appelle les lésions MVNT, donc c'est comme des pseudo-tumeurs qui n'évoluent pas et qu'eux ont considéré comme un incidentalome. Donc, c'est-à-dire qu'on a suivi, ça n'a jamais évolué. Et eux, ils considèrent que ça n'a pas forcément de rapport avec la pathologie. Donc les neuroradios, les neurologues, ils s'y intéressent quand il y a une manifestation clinique, notamment quand c'est très cortical et que ça peut aboutir à de l'épilepsie. Devant l'atypicité quand même clinique de cette situation, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, quoi, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Une autre situation qui m'est arrivée, une patiente de 60 ans qui a des antécédents de dépression mal caractérisés, genre antécédents de dépression quand elle est vue aux urgences. Aux urgences, elle présente un syndrome catatonique net, une pancytopénie et une hypovitaminose B12. Personne ne veut prendre la patiente parce qu'il n'y a pas d'étiologie très claire. On accepte quand même de la prendre parce qu'elle est catatonique, qu'on a un bilan standardisé, etc., etc. Et alors, tout le monde disait, non, mais de toute façon, elle a une pancytopénie parce qu'elle est dénutrie. Je vois des patients dénutris très souvent. Je n'ai jamais eu de patient qui était pancytopénique, quand même, à ce point-là, avec 2 ou 3 mois de dénutrition. Ça, c'est pas possible. En tout cas, on lui a fait une IRM cérébrale. Et là, son parcours a complètement changé parce que comme on avait une lésion de sclérose combinée de la moelle et une carence en vitamine B12, elle était quasiment indétectable. Là, ça a changé parce qu'elle a été prise en charge après pour continuer le bilan par les neurologues. Nous, on avait mis en évidence au niveau du TEP corps entier une lésion inflammatoire au niveau gynéco et elle avait une lésion cancéreuse utérine. Donc, au total, ce que je peux vous dire sur l'imagerie cérébrale, dans la catatonie, c'est qu'il y a une très bonne faisabilité. On en a discuté hier avec Jack Fouché qui va vous parler par la suite. C'est pas difficile en fait de la catatonie, ça se fait. Des fois il y a des patients agités, c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Et puis il faut savoir trouver le bon moment. On a trouvé 85% d'IRM anormal. Je vous ai dit, ça change pas forcément le parcours direct des patients, mais en tout cas on est en train d'essayer de comprendre des choses. Des fois ça oriente quand même différemment ce qu'on peut en attendre. Et dans la littérature, pour vous donner un ordre d'idée, chez les patients qui ont un trouble psychotique, on a 7% de leucopathie qui sont trouvés à l'IRM cérébral. Donc c'est vraiment des proportions complètement différentes. Pour aller plus loin et pour vous donner quelques informations, on a un protocole de recherche où on fait aussi de l'imagerie de susceptibilité pour quantifier le fer au niveau des noyaux gris centraux. On essaye d'utiliser d'autres séquences, l'imagerie de perfusion par exemple. Et également, je vous en parlerai après, un dosage des benzodiazépines à dose stable et une étude pharmacogénétique sur le sujet qu'on essaye de relier avec l'IRM cérébral. Alors, en termes de thérapeutique, alors pour vous refaire un peu le schéma de la prise en charge médicamenteuse et des traitements physiques en rapport avec la catatonie. Donc, quand on a un syndrome catatonique qu'on a diagnostiqué, qu'on va bilanter, l'idée c'est de faire un challenge test, donc un test thérapeutique aux benzodiazépines, le lorazépam et ou le zolpidem, le Stilnox, le fameux. Donc, si la réponse est positive, c'est prédictif d'une bonne réponse aux benzodiazépines. En vrai, on va mettre des benzodiazépines que ce soit positif ou négatif parce que c'est pas toujours facile et que des fois ça répond alors que le challenge test est négatif. Mais bon, je vous présente les choses comme elles sont généralement présentées. S'il n'y a pas de réponse au bout de 3 à 5 jours ou s'il y a une réponse qui est transitoire, on va réaliser des ECT. Et normalement, ce que nous dit la littérature, mais c'est difficile à appliquer tant l'accès à l'ECT est hétérogène, si le challenge test aux benzodiazépines est négatif, on devrait pouvoir proposer de l'ECT assez rapidement à ces patients. Alors, quelques informations, donc c'est très préliminaire, puis c'est des choses que j'avais fait il y a quelques années. À l'heure actuelle, on a plus de données, donc il faudrait réinterroger nos données par rapport à ça. On a dosé les benzodiazépines, donc je vous dis, quand une posologie stable pendant plusieurs jours et qu'on arrive et qu'on ne va plus augmenter les benzodiazépines, soit parce qu'il y a un problème de tolérance, soit parce que le patient a répondu. Pardon, excusez-moi. On n'a pas trouvé de différence de concentration sanguine de benzodiazépines entre les répondeurs et les non-répondeurs.
On a aussi fait une toute petite étude sur 11 sujets seulement de patients catatoniques et de pharmacogénétique. Donc on n'a pas trouvé, parce qu'il y a une variation génétique qui est impliquée dans le métabolisme du lorazépam, c'est la mutation UGT2B15, peu importe. On n'a pas réussi à mettre en évidence de différence, mais vous avez vu, c'est très très préliminaire, il faudra qu'on le fasse sur notre échantillon un peu plus complet. Et récemment, avec une étudiante en Master 2, Jeanne Badinier, on a étudié 35 patients qui ont été répondeurs et 35 qui ont été non répondeurs aux benzodiazépines, et on a fait une approche d'intelligence artificielle, de machine learning, pour essayer de répondre à ce que ces patients vont répondre ou pas aux benzodiazépines. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ce qui nous permettait quand on mélange les données cliniques, les données d'imagerie cérébrale, l'imagerie structurelle, l'imagerie anatomique qu'on fait en pratique clinique, qu'il y avait 3 facteurs qui permettaient de prédire la réponse aux benzodiazépines. C'est-à-dire que les patients répondaient plus aux benzodiazépines quand ils avaient une durée du syndrome catatonique plus courte, ça c'est ce qui était bien montré, quand il y avait aussi un cortex orbitofrontal médial droit plus important en volume, c'est des toutes petites différences de volume, mais c'était significatif, et quand il y a la présence d'une stupeur, ce qui était également connu dans la littérature. Donc ça c'est pour vous montrer l'IRM cérébral, et puis la différence qui apparaît très minime, mais qui ressortait positive et significative dans les algorithmes. Alors j'ai aussi participé à distance avec des collègues sur d'autres méthodes de neuromodulation dans la prise en charge du syndrome catatonique, donc avec la TDCS, donc la stimulation électrique par courant direct. C'est en gros mettre une anode et une cathode au niveau du scalp, faire passer un courant électrique de faible intensité entre les deux. Et donc ce que les collègues avaient fait, moi j'avais participé de loin quand même, donc j'avais plus donné mon avis et puis sur l'interprétation. C'était donc une série de cas de patients catatoniques. Et donc ce qu'ils avaient pu montrer, c'est qu'il y avait une tendance nette à l'amélioration chez les patients catatoniques. Il y a 2 cas sur une dizaine de patients, 2 cas où les ECT n'étaient plus nécessaires après la prise en charge par TDCS. 2 cas de patients où il y avait une aggravation du syndrome catatonique à l'arrêt de la TDCS et une amélioration quand il y avait une reprise de la TDCS. Moi, j'ai essayé plusieurs fois parce que l'accès à l'ECT n'est pas toujours facile. J'ai pas eu des aussi bons résultats avec ce montage. Après, ça dépend bien entendu des patients, mais j'ai pas eu de super résultats en le faisant. Mais bon, des fois, on essaye parce qu'on est dans des situations très inquiétantes et on n'a pas grand-chose d'autre à proposer. Donc, en conclusion, la catatonie elle a été décrite en 1874 comme un syndrome distinct pour la première fois par Kalbaum. Donc c'est un syndrome qui a disparu, qui a une histoire très, très intéressante, mais qui nécessiterait une journée d'études pour vous en parler au cours du XXe siècle. Et il y a un renouveau, selon moi, depuis une redéfinition plus claire, même si elle peut être discutée dans le DSM-5 et dans la CIM-11. Et je pense que c'est ça qui a permis un développement de la recherche sur ce sujet au cours des dernières années. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes avec qui je travaille, du service de psychiatrie, au niveau médical, au niveau paramédical, au niveau de toute l'équipe soignante. Parce qu'il y a des soins de nursing, enfin j'en ai pas parlé, mais les soins de nursing, ils sont essentiels dans la prise en charge de la catatonie. Prise en charge par kinésithérapie, prise en charge nutritionnelle. C'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. Les collègues du laboratoire de toxicologie, de neuroimagerie et du service de pharmacie clinique. Merci pour votre attention. Oui, merci pour votre présentation très dense, très riche. Peut-être d'abord les questions dans la salle, si vous avez des commentaires. Je crois que l'hôtesse se déplace avec le micro. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les doses de lorazépam jusqu'auxquelles tu montes pour dire que ça marche pas? 24 mg, on dit dans la littérature. Des fois, ça nous est déjà arrivé d'aller plus, mais on va dire 24 mg, c'est pas rare du tout, par jour. Quand il y a un échec du Temesta et que vous avez un délai d'attente de l'ECT ou que c'est pas possible, vous avez des stratégies de potentialisation. Est-ce que des fois, ça va répondre au Stilnox si ça n'a pas répondu au Temesta, ou vous essayez d'autres potentialisations médicamenteuses? Ouais, c'est peu probable. On peut toujours essayer, mais c'est peu probable. Oui, après, il y a d'autres attitudes si l'ECT, c'est pas une option à l'heure actuelle. Donc, il y a notamment l'utilisation d'agents antiglutamatergiques, la mentadine ou la mémantine. Moi, avec l'expérience, j'utilise
que l'amantadine, hein, qui est plus efficace que la mémantine. Et puis après, selon le contexte, on peut réfléchir à d'autres stratégies, mais ça dépend un peu du contexte. Mais dans les plus faciles, c'est l'utilisation de l'amantadine qui peut être utilisée si l'ECT, c'est pas une option. D'autres questions? À ce moment-là, je peux peut-être en profiter pour en poser une en attendant qu'il y en ait. L'image que tu nous as montrée, en fait, complètement à droite, une des images que tu avais avec les hypersignaux au niveau des pallidums, hein. Ouais. On se serait attendu, c'est exactement les mêmes qu'on a dans la perte d'auto-activation psychique, Ouais. par exemple, qui était décrite par Laplace, après un syndrome post-anoxique. C'était quoi, en fait Un toxo-CO vraisemblable. Un toxo-CO vraisemblable, mais ouais, tout à fait. Non, mais ça a été le challenge a continué après le CT chez elle. Ouais. En céphalite à récepteur NMDA, enfin pour nous ça a quand même changé un petit peu la donne. Je trouve qu'il y en a quand même quelques-unes. Ouais. Il ne faut pas passer à côté. Quelle est ton expérience, hein? Alors moi je trouve que le filtre qui est organisé avec les neurologues, il est de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on passe rarement à côté. Avec le circuit, ce qu'il y a des signes cliniques qui orientent vers une étiologie neurologique, avec le circuit neurologique, avec la ponction lombaire, avec l'imagerie cérébrale, on passe rarement à côté. Et en tout cas, ce que j'ai eu comme expérience, c'est que ça arrivait que quand c'est des patients qui ne répondaient pas aux corticoïdes ou à des traitements immunomodulateurs ou suppresseurs, on a eu à faire de la sismo chez eux, ça a très bien marché. Mais je pense que l'organisation des soins elle est assez efficace par rapport à ça. La question suivante, ce serait, parce que les anticorps anti-NMDA maintenant sont bien identifiés, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Est-ce que vous avez déjà une petite expérience avec cette nouvelle technique qui permet d'aller voir les auto-anticorps sur des coupes, sur des tranches de cerveau de rat ou de cerveau de lapin, pour essayer de voir justement s'il n'y en a pas d'autres en fait Oui, on en a eu quelques-uns, des patients catatoniques. Alors, les cliniciens spécialistes de la question en général, que ce soit rénale, on avait eu prostatique, etc., suivent mais n'en font pas grand-chose. Hein. N'en font pas grand-chose. Et puis, il n'y avait que ça. Et on ne sait pas si c'était fugace ou pas, mais c'était jamais avec une titration très importante. Et en tout cas, on n'est jamais allé jusqu'à la conclusion. En plus, il y avait toujours quand même un tableau. Il y avait des symptômes psychiatriques, plus ou moins typiques. C'est pas très clair, mais en tout cas, la prise en charge ne changeait pas. Et les patients allaient mieux. Et en tout cas, les spécialistes, des autres questions, s'impliquaient pas plus que ça, faisaient un suivi, mais ça s'arrêtait là. Alors juste pour te faire part d'une petite expérience qui est de l'autre côté du Rhin, eux font ça depuis quelques temps, quelques années, et ils montent jusqu'au rituximab, et là pour le coup il y a des effets qui sont assez étonnants. Donc là il y a une expérience en France qui est en train de se mettre en place, mais juste pour dire qu'en fait il y en a quand même quelques-unes sans doute à côté desquelles on est peut-être passé, il faudrait peut-être faire attention à ça. Peut-être que je change. Bon, eh bien écoutez, il va falloir poser une question, donc je vais... Ah oui, encore une pour le public. Si vous avez des questions cliniques, on peut y aller, hein, c'est pas forcément autour de la recherche. Hein, Docteur Marguet, qui a toujours quelque chose à dire. Les précédents traitements utilisés en réanimation sont devenus quoi? Vous évoquiez la bromocriptine, je crois. Je pense que ça dépend vraiment des endroits où la prise en charge est réalisée. Nous, on a une prise en charge très centrée sur la catatonie. Donc, on fait benzo, ECT. Des fois, on va faire des ECT en réa. On travaille comme ça. Merci pour votre attention.